Bonjour à tous. Mon nom est donc Abdel Mekiberada, je suis professeur de marketing à l'université de Sherbrooke. Mes intérêts de recherche sont essentiellement focalisés sur le comportement des consommateurs sur le web, sur tout ce qui est aspect mesures neurophysiologiques par rapport au comportement des consommateurs sur le web. Et je m'intéresse également à tout ce qui touche, bien sûr, aux réseaux sociaux, à la mobilité, etc. Donc, je vais essayer de vous faire part un petit peu de mon expérience et puis des différentes études sur lesquelles je travaille. Bien sûr, en évitant de parler beaucoup de théorie, mais ramener ça d'un côté assez pratique. Je suis également responsable ou co-responsable de la maîtrise en commerce électronique au sein de l'université de Sherbrooke. C'est un programme qu'on a débuté depuis 2003. D'ailleurs, je salue quelques étudiants du programme qui sont là, une gang vraiment douée et passionnée de web. Donc c'est une formation d'une durée de 12 mois qui est assez axée sur la pratique et qui permet d'avoir des compétences, une double compétence vraiment en marketing et en système d'information. Donc après une année, nous formons des étudiants vraiment qui répondent aux besoins du marché sans problème. Donc, et dans l'histoire, ces étudiants occupent pas mal de postes au niveau du marché par rapport à tout ce qui touche au niveau du web. Donc, je vais essayer de vous parler des... Parce qu'on m'a envoyé le sujet, en fait, c'était pas à moi de choisir le sujet, mais à moi, quelque peu imposer le sujet, de parler des tendances générales. Moi, comme professeur de marketing, je vais ramener ça par rapport au comportement des consommateurs, forcément. Et bien sûr, je vais essayer de voir également quels sont les défis pour les entreprises derrière ça. Donc, en fait, ce ne sont pas des tendances, certes, ce sont des tendances, mais c'est beaucoup plus des technologies qui sont ancrées dans notre quotidien en tant que consommateur et auxquelles les entreprises devraient s'adapter de la meilleure façon pour pouvoir, bien sûr, réussir convenablement le pari. Mais avant ça, lorsqu'on parle de tendances qui facilitent la vie des consommateurs ou qui facilitent le quotidien des consommateurs, on parle de deux dimensions essentielles. D'accord ? On parle de deux dimensions essentielles qui sont tout simplement la performance et la satisfaction. Donc, si vous voulez ramener une technologie telle que le téléphone ou le site web ou un réseau social ou quoi que ce soit, et si vous voulez qu'il soit vraiment considéré par le consommateur et par le marché de façon générale, il faudrait qu'il soit performant pour vous en tant que consommateur. Il faut que ça soit utile. Il faudrait qu'à chaque fois que vous utilisiez cette application ou ce site web ou ce réseau social, vous réussissiez la tâche pour laquelle vous l'avez utilisé. C'est pour ça que vous allez le réutiliser une seconde fois, etc. Tout à l'heure, on a donné des exemples de sites web qui étaient mal adaptés, d'interfaces mal adaptées, etc. C'est tout simplement des sites web qui ne sont pas performants et qui ne pourront jamais atteindre ça. Bien sûr, il y a des étapes pour pouvoir la franchir. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation-là d'aujourd'hui. Le deuxième élément, ce n'est pas seulement la performance, mais il y a tout un aspect expérientiel derrière ça. Il y a un aspect expérientiel. Il faudrait que cette expérience de navigation, il faudrait que cette expérience-là de faire glisser de l'information, etc., soit assez agréable, d'accord, de façon générale, et que j'en sois satisfait de façon générale. Donc ces deux dimensions-là, prises ensemble, vont faire tout simplement en sorte que je vais être quelqu'un de fidèle, de mordu par rapport à la marque. Je reviendrai forcément vous voir. Je reviendrai forcément recliquer sur le site web, reacheter sur votre site. C'est pas pour rien qu'ils font 1 million de dollars ou des millions de dollars de chiffre d'affaires au niveau de la vente de pneus. Qui aurait dit que la vente de pneus il y a quelques années, ce serait parce qu'il y a une expérience derrière ça. Les gens, pour cette expérience-là, ils peuvent payer 20, 25, 50 dollars de plus. C'est ça ce qui est recherché. C'est pas forcément la discrimination par le prix, la discrimination par le produit, etc. Mais on cherche un tout, une expérience. Et le canal web, avec toutes ses composantes, vient apporter une plus-value au niveau de cette expérience. C'est ça l'objectif. Et ne pas venir comme ça par des silos. Ah, tout le monde fait le téléphone mobile, alors je me plonge dans la mobilité. Tout le monde fait le web, je me plonge dans le web, etc. Mais il faudrait prendre en considération l'aspect en son ensemble.
Et le deuxième élément qui est relié à la fidélité, si ça te plaît et c'est performant, ben je vais en parler aux autres. Je vais en parler dans mon entourage. La viralité au niveau du web, elle n'a jamais réussi comme aujourd'hui. D'accord? Je vais vous montrer peut-être tout à l'heure des vidéos qui ont été vues des centaines de millions de fois. C'est quoi ça? Centaines de millions de fois. Une marque qui a été exposée pendant 5, 10 minutes face à un consommateur pendant 10 millions, 100 millions de fois. C'est énorme, c'est énorme. Donc tous ces aspects-là pris ensemble, donc je vais essayer de les considérer dans ce que je vais essayer de vous présenter. En fait, ce sont des tendances que vous connaissez, tout le monde en a déjà parlé, mais je vais vous les présenter d'une autre manière, vue d'un point de vue du consommateur, mais également avec tous les défis que ça peut vous ramener au niveau marketing aujourd'hui et pour les années à venir. Okay? Surtout quand on va parler de neuromarketing, etc. Vous allez voir que c'est un peu science-fiction, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, 3 tendances. La première, c'est la mobilité intelligente. OK? La mobilité, pourquoi? Parce que tout simplement, ça a changé notre vie. En tant que consommateur, c'est devenu l'extension de notre mémoire. C'est devenu notre partie intime à laquelle on ne peut plus se dissocier. Si je vous pose la question, c'est quoi la première chose que vous faites en vous levant le matin? À 90% des cas, vous allez me dire que je check si j'ai un nouvel email, si j'ai un nouveau message, si j'ai un SMS, un texto, etc. Donc cette partie intime, elle est devenue indissociable par rapport à l'esprit du consommateur et par rapport au processus décisionnel du consommateur. Chose que les entreprises, malheureusement, n'ont pas encore compris de façon générale. On fait des choses peut-être, on va essayer de les rendre les plus ciblées possibles, mais on ne prend pas en considération tous ces aspects-là, on va essayer de les voir. Le deuxième aspect, ce sont tout simplement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux. C'est devenu un incontournable dans notre quotidien. Moi, personnellement, il m'arrive parfois difficilement de prendre contact avec mes filles par téléphone que plutôt par Facebook ou par Twitter ou autre. Les gens passent en moyenne à peu près 7 heures, ou plutôt la page de Facebook ou d'un réseau social, elle est ouverte en moyenne sur un ordinateur à peu près 7 heures de temps. Si on voit comparativement le temps passé en moyenne sur un site web qui est autour de 10-15 minutes. C'est carrément un fond d'écran que vous avez là. Vos amis, toute la gang, etc., elle est tout le temps avec toi là. Au bureau, quand tu achètes, etc., ainsi de suite. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi les différents réseaux sociaux, etc., qui existent, ça on le connaît tous, mais je vais vous ramener juste 2 dimensions qui, à mes yeux, comme étant homme du marketing, ont changé nos vies, d'accord? Ont changé nos vies et nos façons de voir l'information et de processer au niveau d'un achat. Troisième dimension qui est non des moindres, et vous êtes déjà dedans, c'est tout ce qui touche à la distribution digitale des contenus. D'accord? Et ça a énormément changé les choses. La musique, on ne la voit plus comme avant, là. C'est fini aujourd'hui. Les générations, je l'ai dit à mes étudiants d'ailleurs en classe, je leur dis que peut-être vous y passez là, mais dans 2 ans, les étudiants que j'aurai, c'est des étudiants qui n'ont jamais pris la queue pour acheter un CD dans un magasin. C'est énorme. Il n'y a plus de support physique. Il n'y a plus de support physique. Et ça a ramené des changements drastiques au niveau des modèles d'affaires de la majorité des entreprises. Je parle de musique, mais on est déjà dans les films et dans la vidéo. On parle déjà de papier électronique et c'est fini ça à la presse. Il y a énormément d'industries qui sont en train de se revoir, etc. Et je pense que le maître mot là-dedans, c'est la digitalisation des contenus. Je pense qu'aujourd'hui, tout va être digitalisé. Tout. Les espaces de stockage ne posent plus aucun problème. La vitesse ou la bande passante n'est plus un problème, etc. Donc, à ce niveau-là, il y aura énormément de possibilités. Donc, on va voir 2 ou 3 tendances qui, à mes yeux, sont importantes à connaître, etc. Et qui, je pense, qui sont entrées progressivement dans nos habitudes de consommation. Ok, la première, c'est au niveau de la mobilité intelligente. Ce sont tout simplement l'idée des apps, l'idée des applications. L'idée des applications, elle est ingénieuse. Cette idée de pouvoir aller à une information directe, simple, avec
avec une facilité d'utilisation jamais auparavant utilisée. D'accord ? 98 milliards de téléchargements pour 2015, c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on commence à transposer dans les différentes plateformes. D'accord ? Quand vous exposez un site web avec une multitude d'informations, sachez que le consommateur ne lit plus. Le consommateur, il balaye l'information. Le consommateur a besoin d'aller directement à une information qu'il est en train de chercher avec le plus de simplicité possible, avec le plus de satisfaction derrière possible, etc. Donc tout ce qui est bruit, tout ce qui est frustration, etc., autour de ce processus-là, va être rejeté par le consommateur. D'accord ? Vous, dans votre esprit en tant qu'entreprise, vous ne faites que calquer un modèle traditionnel qui est de prendre ce qui existe dans un pamphlet, je le mets sur un site web et j'avance dans le processus. Mais le consommateur actif tel qu'il est dans une structure web, c'est totalement différent. C'est totalement différent. On vient avec une idée bien précise et on veut aller directement à cet objectif. Et les applications répondent à ce besoin. Vous allez voir les applications sur téléphone, sur tablette bien sûr. Vous allez même voir les applications sur vos sites web. Et ça, je vous le dis parce que je commence à observer ça. Et dans toutes les expérimentations et les observations qu'on fait avec les consommateurs, dans nos expérimentations, on voit que les consommateurs veulent aller directement au but, avec le plus de simplicité possible. Et les applications sont là pour ça. Donc vous allez voir les applications sur vos sites web. Au lieu de mettre énormément d'informations, un gros bouton avec des gros mots-clés, etc., serait une tendance à venir. Parce que tout simplement, vous êtes en train de retransposer une expérience positive que vous avez utilisée dans un autre contexte de la mobilité. Vous la retransposez dans le contexte du web, de la télévision interactive, etc. etc. Okay. Et puis la troisième dimension qui, à mes yeux, est essentielle au niveau de l'application, c'est tout simplement la nouvelle façon ou la nouvelle expérience qu'a ramené ces applications-là aux yeux du consommateur. Auparavant, on lisait et on écrivait. Aujourd'hui, on pince. Aujourd'hui, on glisse de l'information. Aujourd'hui, on caresse de l'information. Ce nouveau contact qu'a le consommateur avec l'information est fabuleux. Est fabuleux. Ça va ramener de nouvelles dimensions pour les entreprises. Donc ces dimensions-là, elles n'existaient pas auparavant. Je sais que c'est grâce aux écrans et aux technologies qui sont derrière, mais ces phénomènes-là, avec les applications, cet aspect ludique, expérience nouvelle, etc., il faut que vous le rameniez au niveau des entreprises. Il faut que vous les rameniez. Même une simple application, prenez en considération cet aspect-là. Parce qu'une personne qui utilise une application, ce n'est pas pour vous connaître de la même manière qu'elle vous connaît déjà sur un site web ou qu'elle vous connaît déjà sur un autre support, mais elle veut vous connaître d'une autre façon, avec une expérience beaucoup plus agréable, qui prend en considération tous ces aspects qui, à mon sens, ce sont des aspects hédoniques, d'accord, de plaisir. On va aller chercher du plaisir là-dedans, ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau de la mobilité intelligente, c'est ça peut-être je vais passer très très vite parce qu'on en a parlé un petit peu, mais que c'est aujourd'hui la mobilité, comme j'ai dit, c'est une extension de notre mémoire, c'est une extension au niveau de notre quotidien, mais c'est un compagnon devenu indispensable au niveau de notre processus décisionnel. À toutes les étapes de notre processus décisionnel en tant que consommateur. Dès que je me réveille, jusqu'à l'achat, jusqu'à les livraisons, le téléphone est mon compagnon dans ce processus-là. Et il faudrait que l'entreprise puisse l'utiliser de la manière la plus efficace possible pour que cet investissement-là soit rentable. Okay? Voyons, étape par étape. Au niveau de la reconnaissance du besoin, d'accord? Vous vous baladez à proximité, puis quelque chose qui vibre sur votre téléphone. D'accord? On vous dit que le McDo du coin, il offre le Big Mac à 99 cents. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a reconnu dans un espace fermé, dans une localité fermée, etc. On vous a reconnu et on a anticipé par rapport à un besoin pour vous faire une offre. Et c'est ça l'objectif du marketing de façon générale, c'est de continuellement
essayer d'anticiper sur les besoins des consommateurs. Vous avez pris aujourd'hui ce savon, ben demain vous prendrez probablement un autre. Demain, en fonction du processus de navigation que vous avez fait, j'imagine, je devine plus ou moins que vous avez l'intention d'acheter également un autre produit similaire, etc. Vous êtes obligé de faire ça sans cesse pour essayer d'augmenter le portefeuille de consommation de votre client, essayer de le retenir le plus possible. Des applications telles que Facebook Deals, par exemple, où une fois que vous êtes dans une proximité donnée, que vous vous reconnaissez, à ce moment-là, il vous dit qu'il y a un coupon rabais ou il y a une offre dans cette localité à côté, etc. On crée chez vous un besoin. Dites-moi une technologie qui vous permettait de faire ça, ou traditionnellement, comment on pouvait vous faire ça? La publicité, mais c'est de la publicité qui s'affichait, de la publicité qui s'exposait à tout le monde. Là, c'est personnalisé, c'est à vous. On est rentré dans votre espace intime, là, on a toqué à la porte, puis vous avez ouvert la porte, parce que ce téléphone-là, c'est un espace intime. On ne laisse pas n'importe qui rentrer, là. Vous laissez l'entreprise rentrer et elle vous expose quelque chose. Prenez toujours cette image-là, l'espace. Et c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir entrer dans cet espace-là, mais une fois que vous y êtes, il faudrait l'utiliser de la meilleure manière. Au niveau de la recherche d'informations, on en a parlé. À tous les stades de la recherche d'informations, je peux trouver de l'information sous forme textuelle, sous forme image, vidéo, etc. Mais ce qui a impressionné, ce qu'a présenté notre ami tout à l'heure, c'est tout simplement que cette recherche d'information, elle va se faire à l'intérieur de la concurrence. Qui aurait pu voir ça il y a quelques années de cela? Vous rentrez chez la concurrence et vous cherchez de l'information sur un produit concurrent. C'est incroyable. Vous avez la possibilité de chercher l'information en intégrant un élément ludique, un élément de création, etc. Non seulement je voudrais m'informer sur le produit, mais justement, dans ce cas-là, par exemple, vous voulez acheter une montre, mais on vous met dans le bain, on essaye de vous montrer chaque constituant de la montre, que vous puissiez composer vous-même des modèles, etc. C'est ça ce qui est recherché au niveau expérientiel. Vous avez même la possibilité, en tant que recherche d'information, de rajouter un aspect ludique. Par exemple, ici, on vous vend des ampoules, mais des ampoules selon votre humour. Selon votre humeur, pardon. Ça pourrait être le cas aussi. Selon votre humeur. Donc vous êtes stressé, on vous propose une lumière de ce genre-là, etc. Donc c'est ce genre d'information qui est recherché par le consommateur, c'est ce genre d'outil-là, cette nouvelle expérience-là qui est recherchée par le consommateur. Bon, on a parlé des codes QR, un prolongement encore une fois au niveau informationnel. On parle également de réalité augmentée de plus en plus, c'est quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui ici au Québec, mais par exemple si je prends le cas de la France, c'est quelque chose qui est déjà assez bien implanté. Donc votre téléphone, c'est un prolongement de votre expérience de magasinage, etc. Donc vous êtes en train de vous balader, par exemple, ça sur la ville de Paris, vous exposez votre téléphone, puis vous voyez une couche d'informations superficielle, d'accord, qui vous permet d'accéder au web, etc. Donc par exemple, ici, on se balade sur une place, puis on met le téléphone, on nous dit que l'Opéra, il est à 63 mètres, on a la Galerie Lafayette qui est à 300 mètres, si vous cliquez dessus, vous accédez au site web, etc. D'accord? Donc cette transposition-là est vraiment extraordinaire, et ça rentre dans un processus de recherche d'information, mais qui est innovateur. Évaluation des solutions, seconde étape. Reconnaissance des besoins, recherche, évaluation des solutions. Il y a énormément d'outils. Aujourd'hui, je conçois mal acheter un produit sans vérifier qu'est-ce que fait la concurrence. Et il y a énormément d'applications sur le mobile qui vous permettent d'avoir ça. Comparaison par le prix, mais comparaison également par rapport à plusieurs attributs. Au niveau de l'intention d'achat, l'appareil mobile peut être un compagnon dans ces intentions-là. Vous lui dites que j'ai des dates d'anniversaire, vous remplissez des listes d'épicerie, vous remplissez des listes de magasinage, etc. Et le téléphone fera l'affaire pour vous rappeler par rapport à une marque, etc.,
je prends le cas par exemple simplement de Walmart aux États-Unis, l'application qui vous permet d'avoir une liste de magasinage et qui vous rappelle dans votre processus d'achat qu'il faudrait utiliser ceci ou cela. L'achat, carrément. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez acheter des produits. Vous pouvez commander des produits. Ça, c'est au Japon depuis 2004-2005. Eux, ils sont assez en avance là-dessus. Mais pas plus tard qu'il y a 6 ou 7 mois, j'avais fait une entrevue avec un journaliste de Radio-Canada sur cet aspect-là. Mais à Toronto, c'est déjà en place. Les gens, au lieu de rentrer chez eux, faire un achat ou faire leur épicerie via un site web, etc., ce qu'on considère aujourd'hui comme assez novateur quand même, hein, c'est ce que il y a 2 ou 3 ans, ça pourrait être peut-être impensable. Ou bien aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de rentrer sur un site web, tu es dans ton métro, tu as une affiche, ben, tu scannes tous les produits que tu souhaites acheter avec ton téléphone et l'application mobile, elle fera le reste. Tant qu'elle va faire le paiement, vous passez votre commande directement. Ben, une fois que vous rentrez chez vous, vous allez trouver votre panier de commandes qui est déjà tout fait. C'est incroyable. Le téléphone mobile pour l'achat, aujourd'hui, on va l'utiliser également pour payer. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas de ça, mais la majorité des téléphones mobiles qui sont en circulation aujourd'hui, dits intelligents ou fortement intelligents, sont munis d'une technologie qu'on appelle la technologie NFC. C'est comme une puce avec, qui va envoyer de l'information. Ben, c'est comme votre carte de crédit en fait. D'accord? Toute la puce qui envoie de l'information par rapport à une borne, pour lui envoyer les informations sur votre carte de crédit, ça existe déjà au niveau de nos téléphones. Donc la technologie, le consommateur, là, il y a juste quelques freins au niveau de l'adoption, etc., mais ça s'en vient. D'accord? Donc même pour l'achat, on peut utiliser notre téléphone. Dernier élément, le post-achat, même en matière de service à la clientèle, même une fois que vous avez acheté, il y a énormément de services que vous pouvez intégrer. Donc on l'utilise déjà, ça vous avez votre carte d'embarquement par téléphone. Lorsque vous voulez rentrer dans un cinéma, une salle de cinéma, on finit, on ne vous imprime plus le billet, vous l'avez déjà sur votre téléphone, on va vous le scanner. Donc tout ça, ce sont des services qui facilitent la vie aux consommateurs. Ben ça existe déjà en Europe et aux États-Unis dans quelques institutions financières, mais vous n'avez plus besoin d'aller à la banque pour déposer votre chèque. Juste, il suffit de le photographier avec votre téléphone et vous faites passer ça au niveau de votre compte. Donc, votre téléphone peut être utilisé de façon évidente à ce niveau. Donc, ça, c'est le deuxième point. D'accord? Le troisième point, et qui, à mon sens, est quelque chose de très novateur, mais quelque chose qui s'en vient au fur et à mesure. Et lorsque je vais vous exposer ces éléments-là, vous allez comprendre que c'est parfois même dangereux. D'accord? Mais au niveau du marketing, on aime toujours pousser les choses à un certain niveau. C'est que la mobilité intelligente, elle est devenue de plus en plus sensorielle. Notre ami, il en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi, je vais l'exposer différemment. De plus en plus sensorielle dans le sens où on va aller chercher par des éléments physiologiques chez le consommateur, des situations précises pour essayer d'anticiper sur ça et de lui faire des offres, etc. Par exemple, vous portez un bracelet intelligent. Ce bracelet-là, pour l'instant, il ne détecte pas grand-chose. Il ne fait que vibrer, il détecte les mouvements de façon assez précise, mais j'imagine qu'il y a juste un pas pour pouvoir détecter les battements cardiaques, pour détecter votre pouls. Ça, c'est rien du tout. Et imaginez qu'il y a toute une littérature au niveau du marketing, que lorsqu'on est en situation d'achat, il y a des choses qui se passent dans notre corps. Pour des produits qui nous tiennent à cœur, je veux acheter un savon qui me tient à cœur, mon cœur va battre peut-être plus vite si le produit est à forte implication. Pour des produits spécifiques, peut-être je serai beaucoup plus heureux, etc. Et face à des situations pareilles, on peut avoir de l'information qui nous est poussée de façon constante. Dans ce cas-là, je voulais vous présenter quelques exemples. Vous allez voir que c'est assez intéressant.
Vous avez ce premier bracelet qui se vend déjà dans le marché. C'est un bracelet qui est connecté à une application iPhone. Et il vous permet de vous réveiller selon votre cycle de sommeil. Donc, vous n'avez plus besoin de réveil. D'accord? Il vous permet de vous rappeler que vous devez bouger constamment, etc. Donc, s'il voit que vous ne bougez pas, il va vous rappeler ça. Il va même vous rappeler votre diète, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose d'intelligent, mais qui, en même temps, crée un lien physiologique par rapport à un appareil, d'accord, qui est censé ne pas faire ces choses-là. Imaginez un instant, en tant qu'entreprise, qu'on puisse vous envoyer ce genre d'informations, d'accord, que vous savez que votre consommateur, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de suivre chaque consommateur à la trace, imaginez qu'on vous donne que tel consommateur, dans ses habitudes, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il ne fait pas, etc. Et comment vous pouvez vous positionner dans la journée du consommateur au moment le plus précis. Pensez-vous que lorsque la personne elle est frustrée, est-ce que ça serait le meilleur moment de lui faire une offre? Non. Quand la personne elle est heureuse, contente, etc., et ça on peut le savoir avec ce genre de bidule-là, ça serait le meilleur moment, en tout cas pour avoir des taux de réponse qui sont élevés. Ce que je vous dis peut paraître un petit peu science-fiction, mais je peux vous assurer qu'on le fait déjà. On le fait déjà et malheureusement le consommateur peut-être n'est pas au courant de tout ce qu'il est en train de subir à ce niveau-là, mais en tout cas on dit que c'est pour le bien du consommateur. IPG Star pour diabète, là aussi, d'accord, le téléphone que j'utilise comme appareil pour tester le diabète, c'est phénoménal. Regardez encore, vous avez le Exmo Baby, ça c'est tout simplement un chandail ou une petite tenue, donc imaginez ça pas pour bébé mais pour adulte, qui contient des sensors, qui sont liés à une application, qui sont liés par Wi-Fi à un site web, etc., où on va voir le battement cardiaque du bébé, où on va voir sa sudation, d'accord, où on va voir sa respiration, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est de l'intrusion à la vie privée, par exemple. D'accord? Ben, comme c'est exposé, c'est quelque chose de... Je le vois facilement passer au niveau des consommateurs adultes. Donc, c'est des produits, en tout cas, qui fonctionnent pour l'instant. On va voir... Donc, c'est quoi les défis pour les entreprises? Les défis par rapport à cet aspect mobilité intelligente. Les défis pour les entreprises, à mes yeux, sont énormes. Le premier défi, peut-être qu'on en a parlé à plusieurs reprises, c'est l'aspect capacité à analyser l'information. Pas à collecter l'information parce qu'on en a en trop. D'accord? Les technologies telles qu'elles nous sont présentées aujourd'hui, elles collectent facilement l'information. Mais est-ce que vous avez la capacité de pouvoir les analyser? Ça, c'est une autre paire de manches. D'accord? Votre site web, juste le site web, il vous pompe en information au quotidien des centaines de mégaoctets, etc. pour des sites transactionnels. Est-ce que vous prenez le temps d'analyser toutes ces informations-là comme il le faut et d'en tirer une intelligence particulière? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Les plus grandes entreprises de la place ne le font pas. D'accord? Parce qu'il y a un manque de ressources énorme à ce niveau-là. C'est pour ça que nos étudiants font l'appel. Big data, mais également personnalisation. À quoi sert toute cette information-là si aujourd'hui je rentre sur un site web et le lendemain je m'aperçois que c'est toujours la même chose et l'après-lendemain je m'aperçois que c'est toujours la même chose et que ça n'a pas changé depuis une dizaine d'années, c'est toujours la même chose. C'est pas possible. C'est fini ça, c'est révolu. Aujourd'hui, dès que tu cliques une fois sur un site web, dès que tu cliques sur une application une fois, tout doit se mettre en branle. Imaginez toute une machine qui prend cette information-là. Ah, il y a monsieur Abdel qui est venu dans notre entreprise. Allez, on se met tous. Allez, on affiche cette couleur qu'il aime, on affiche le produit qu'il aime. On essaye de deviner ce qu'il va acheter tout à l'heure. C'est ça l'impression que vous devez donner. Et ne pas d'attendre comme ça, passif, à attendre que le consommateur clique sur quelque chose pour qu'il achète le produit chez vous. Il faut que vous soyez proactif et actif. Parce que l'information que vous avez entre les mains, c'est de l'or.
Moi, je peux vous dire qu'on a développé des modèles mathématiques. Après 3 clics de souris, je peux savoir si c'est un homme ou une femme derrière la souris. Je peux le savoir déjà maintenant. Et pourquoi vous n'adaptez pas votre site en fonction de ça? Pourquoi vous n'adaptez pas votre site ou votre application mobile en fonction de cette information? Ça, c'est devenu... Moi, je dirais carrément, je dis aux entreprises, vous n'avez plus d'excuses. C'est fini, ça. C'est fini. Aujourd'hui, si vous avez un site web statique, ben, vous n'aurez même pas dû l'ouvrir. Où est-ce qu'on peut trouver l'information? Quel genre d'information? Après 3 clics, c'est un homme. Après 2 clics, c'est une femme. Oui, ben, c'est des modèles mathématiques. Ben, je peux ouvrir la parenthèse et la fermer. Le plus rapidement possible, c'est que pour les hommes de façon générale, ce qu'ont montré nos études, au niveau des processus de navigation, c'est tout simplement des gens qui vont avoir des espaces très très courts au niveau des clics, d'accord? Et quand je vous dis ça, c'est par rapport à des observations sur des centaines de sites, c'est des modèles mathématiques basés sur des aspects recherche, etc., donc assez académiques. Donc les temps entre les clics sont assez courts et les voies de navigation sont souvent des voies de navigation périphériques. D'accord? Donc l'homme en général, il voudrait avoir accès à de l'information facile, d'accord, par voie de périphérique, mais les clics vont être très courts. Et la troisième identité, c'est que c'est une personne qui ne va pas aller rester longtemps face à l'information. D'accord? Il ne va pas aller trop dans le détail, il ne va pas rester exposé longtemps à l'information. Par contre, la femme, ce qu'elle fait ressortir comme modèle, c'est tout simplement quelqu'un qui va avoir des clics qui seraient beaucoup plus longs. D'accord? Entre chaque clic, donc vous avez des longueurs qui sont beaucoup plus significatives. Et on s'intéresse beaucoup plus aux détails. D'accord? Et les voies de navigation sont des voies centrales et non périphériques. D'accord? Donc, 5, ok. Ça va? Je ferme la parenthèse. Parfait. Si ça vous intéresse, je vous envoie une dizaine d'articles là-dessus. Synergie des canaux. Ça, je pense que c'est le deuxième défi qui est, à mon sens, primordial. C'est qu'il ne suffit pas de développer des choses par rapport aux nouvelles technologies, mais considérer ça de façon globale, comme une seule offre, et avoir une certaine synergie. Il a été démontré que la qualité qui est perçue, écoutez bien ce que je vous dis là, la qualité qui est perçue par votre consommateur sur un espace donné, d'accord, peut avoir un impact direct sur la perception de la marque qu'il va avoir. Je vous donne un exemple plus simple. En d'autres mots, si votre site web est moche, votre marque est moche. Si votre application mobile est moche, votre marque est moche. Si vos réseaux sociaux sont moches, la même chose, votre marque en prend un coup. Et répéter cette opération à 4-5 reprises, ben, les gens vont aller ailleurs. Ok? C'est très important. Donc l'idée tout à l'heure que nous avons un site web qui est cohérent, puis une fois qu'on se transpose à une application mobile, tout se débalance, ça ne marche pas ça. C'est que vous envoyez un message clair et précis, c'est qu'on s'en balance. Et je suis là sur le mobile juste parce qu'il faut l'être. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, même si vous ne le vouliez pas, vous y êtes présent. D'accord? Donc, vous devez prendre le devant des choses et exposer les choses de cette manière-là. Neuromarketing, je l'ai déjà expliqué un petit peu, mais je pense qu'un des défis majeurs pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'essayer de penser à ces aspects-là, de penser à des aspects beaucoup plus hédoniques aux yeux du consommateur et ne pas penser seulement ROI. D'accord? ROI, taux de conversion, coût d'acquisition, c'est clair, c'est important. C'est avec ça qu'on va survivre. C'est avec ça qu'on va avancer. Mais pensez également à l'aspect expérientiel. L'aspect expérientiel derrière, donc cette expérience que va avoir le consommateur avec vous en tant qu'entreprise. Ok? Les réseaux sociaux, je vais passer ça peut-être un petit peu plus rapidement.
deux considérations qui sont à mes yeux très très importantes au niveau des réseaux sociaux. On ne va pas parler de Facebook, etc., mais deux éléments essentiels. Le premier, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Le contenu qui est généré par nous autres, nous en tant que consommateurs, est devenu aujourd'hui un indispensable dans notre processus de décision. En tant qu'acheteur, en tant que consommateur, vous ne pouvez pas acheter votre voiture si vous ne voyez pas vos pairs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous allez considérer l'avis du vendeur clair, mais toutes les statistiques avancent de façon claire et précise que l'avis des pairs, il est nettement plus important. D'accord? Et donc, qu'on le veuille ou non, tout le contenu qui est généré par les utilisateurs, c'est quelque chose que l'entreprise doit forcément intégrer, donc au niveau de ses processus. Donc les réseaux sociaux sont devenus des compagnons de prise de décision. Je veux m'acheter une paire de jeans, ben je veux savoir ce qu'en pensent mes amis, d'accord? Ce qu'en pensent mes amis, est-ce que ça me va avec ma personnalité, etc. C'est ça aujourd'hui. Si vous voulez acheter un savon, ben j'aimerais bien savoir ce qu'en pense mon cercle intime, d'accord? Il va me donner peut-être un avis plus éclairé à ce niveau-là, etc. Deuxième considération au niveau des réseaux sociaux, peut-être que vous ne le voyez pas, ou vous l'utilisez de façon spontanée, mais la vidéo, elle est devenue un incontournable. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les gens ne lisent plus. Les gens essayent d'aller chercher un autre type d'information, de l'information rapide, mais de l'information qui va ramener cet aspect expérientiel nouveau, cet aspect original. D'accord? Aujourd'hui, essayez juste de jeter un petit coup d'œil sur tous les nouveaux sites qui sont en train de se créer. Tu as forcément à la page d'accueil une grosse vidéo qui va expliquer les dizaines de pages que tu aurais pu écrire au niveau du site web. Si on vous a déjà dit qu'une image vaut 1000 mots, moi je vous dis qu'une vidéo vaut 1 million de mots. Ok? Et vous allez juste vérifier ça au niveau de vos statistiques de visite, etc. Et voyez les temps que passent les gens à être exposés à une vidéo versus les temps qui sont derrière une exposition face à du texte, etc. Et moi, j'ai utilisé des tests oculométriques pour essayer de voir ça. Donc, on a placé des consommateurs face à des bornes, etc. et qui suivent le mouvement de la rétine. Et on s'aperçoit que les gens ne lisent pas, n'est-ce pas? On a vu la rétine qui sursaute de partout dans un site web, les gens ne lisent pas. Les gens, ils vont aller à des mots-clés, les gens vont aller à une image, les gens vont aller à une vidéo, etc. D'accord? YouTube est un phénomène incroyable. 25 heures de vidéos sont produites à chaque minute. À chaque minute. Ce contenu-là est incroyable. 15 minutes par jour par internaute, on passe le temps au niveau d'une vidéo. 137 millions de vues. 490 millions de vues. Ça, c'est quoi, ça? C'est juste deux petits frères, il y en a un qui mord le doigt de l'autre. 490 millions de vues. Si vous exposez ça à une entreprise telle que IBM ou Coca-Cola, ils vont se tirer les cheveux. Ils ont investi des millions de dollars au niveau de leur marque. Et tu vois une vidéo comme ça qui peut avoir un impact incroyable au niveau du subconscient des gens, etc. C'est fou. J'ai utilisé cette vidéo juste pour vous expliquer une personne qui est en train d'expliquer comment peindre une portière de cuisine. 306 000 vues, c'est quand même important. Imaginez-vous dans ce processus-là, quelque chose de nouveau. Ne reprenez plus les modèles traditionnels, mais essayez de créer quelque chose de nouveau. Parce que le consommateur aujourd'hui s'attend à du nouveau. S'attend à du nouveau. J'ai pris cet exemple-là, juste pour vous le montrer, mais c'est un 9 millions de vues. C'est une entreprise, et essayez, je vous invite à le voir sur YouTube, une entreprise de vente d'un accessoire de bureau qui a tout simplement utilisé une vidéo virale. Et à chaque fois que je le montre à mes étudiants, à chaque année depuis 3 ans, il y a à peu près 1,5 million de vues qui se rajoutent. C'est incroyable. C'est tout simplement quelqu'un qui rentre dans la forêt et puis il dit «
Est-ce que je tire sur l'ours ou pas? Il y a un ours qui sort sur sa tente. Est-ce que je tire ou pas? Il y a une certaine interactivité qui se met en place. Si tu cliques sur n'importe lesquels, il t'emmène quelque part. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'après, il y a une vidéo qui se place et qui te dit, est-ce que tu peux placer des verbes d'action? Par exemple, je voudrais danser avec l'ours. Et il y a une vidéo de danse avec l'ours qui se met en place. Je veux chanter avec l'ours, je veux jouer avec l'ours, etc. Donc c'est cette interactivité, c'est nouveau. C'est pour ça qu'il y a eu 1 million de vues. C'est pour ça. Donc les défis pour l'entreprise, le dialogue avec le consommateur. Lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, il faut le savoir, on ne vend pas. On ne vend pas avec les réseaux sociaux. Il n'y a aucune entreprise dans cette planète jusqu'à aujourd'hui qui peut te dire que j'ai vendu avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on dialogue. On nourrit quelque chose, mais on ne vend pas. Si tu rentres avec cet esprit-là de vendre quelque chose par les réseaux sociaux, c'est fini. C'est fini. Vous perdez la face dès le début. Et la majorité des entreprises doivent comprendre cet aspect. Le deuxième aspect, et je pense que c'est le plus dur pour nous autres, les entreprises, c'est d'accepter la transparence. Est-ce que vous accepteriez de mettre sur la page d'accueil de votre site quelqu'un qui est en train de nuire à votre marque? Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va prendre du temps, surtout que lorsque je prends des marques qui sont énormes, qui ont investi des millions de dollars, et du jour au lendemain, ils sont en train de retrouver leur marque, en train de se salir facilement, etc. C'est pas facile. La vidéo pour l'apprentissage de la marque et le viral, comme on en a parlé. Le troisième élément, et je finis, je sais que j'ai dépassé mes 5 minutes. Ça va. Ok, merci. Parce que lorsqu'on est dans le dépassement général, tout le monde va essayer de dépasser, mais moi je vais essayer de réduire ça au max. La distribution digitale des contenus, le premier élément, c'est celui des livres électroniques. Je pense que le livre sur papier, c'est quelque chose qui va être derrière nous, qui commence à être derrière nous. Si vous voyez juste le nombre de personnes qui lisent des livres sur des supports électroniques dans un autobus ou au métro, etc., vous allez être surpris. La vente des livres électroniques, d'ailleurs, a dépassé celle des livres de poche aux États-Unis pour l'an dernier. Encore une fois, une nouvelle expérience, mais ça apporte énormément de défis pour les entreprises. Deuxième aspect qui est non des moindres et qui rentre progressivement chez nous, c'est la télévision interactive. Je ne sais pas si vous avez votre télévision qui est branchée à Internet. Il y en a? D'accord? Et je ne sais pas c'est quoi l'expérience que vous êtes en train de vivre derrière ce support-là. D'accord? C'est de la télévision sur mesure, de la télévision bien sûr qui intègre ce qui se fait déjà avec la mobilité, avec les applications, ainsi de suite. Mais c'est une ouverture pour les entreprises. Donc pour pouvoir ramener votre support et votre site et votre contenu sous cette formule. Aujourd'hui, avec les caméras, les Kinect de Microsoft, etc., on n'a même plus besoin de télécommande. On va juste bouger nos mains, etc., et puis on va avoir accès à l'information, et ainsi de suite. On pourra même faire des achats de cette manière-là. Votre site de vente de savon, on aura peut-être la possibilité de pratiquement toucher à quelque chose, tellement c'est proche avec ce genre de technologie-là. Donc ce sont de nouvelles expériences qui vont être mises en place et des nouveaux défis pour les entreprises. Défi. Moi, je pense que la bande passante n'est plus un défi. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à n'importe quelle bande passante, là, et je pense que c'est sans limite aujourd'hui. Les capacités de stockage, je pense aussi qu'on a dépassé ce questionnement-là avec le système de nuage de données, etc. Mais je pense que la denrée rare, et la denrée qui se fera de plus en plus rare, c'est l'attention du consommateur. L'attention du consommateur dans tout ce paysage-là, moi je pense que si vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas proactif, vous ne pourrez pas l'avoir. Parce que dans les écoles traditionnelles, on nous disait que le consommateur est exposé quotidiennement à peu près 3000 messages publicitaires. Aujourd'hui, c'est exponentiel. Je n'ose même pas avancer le chiffre.
seconde, vous êtes exposé à un message publicitaire sur votre téléphone, sur le site web, etc. etc. Donc pour pouvoir vous tailler une place dans cette jungle-là, ça va être difficile. D'accord? Donc c'est ça le plus grand défi. Deuxième élément, dans toute cette jungle-là, c'est celui qui exposera une expérience qui sera la plus facile à utiliser, c'est celui-là qui tirera son épingle du jeu. N'allez pas chercher la complexité, la facilité d'utilisation d'abord. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si votre consommateur n'est pas au centre de vos préoccupations. Malheureusement, on crée un site web, on crée une application mobile, puis on essaie de voir ce qu'en pense le consommateur. Ah, c'est dur, c'est difficile, je ne peux pas utiliser. Ah, allez, on change. Allez, on va voir ce que fait le consommateur. On n'a jamais pris la peine d'aller du besoin du consommateur en premier et d'écouter le consommateur constamment pour essayer d'adapter notre offre. Troisième considération, c'est qu'on est vers des modèles qui sont de plus en plus orientés vers l'abonnement. D'accord? On va aller dans ce genre de modèle-là. C'est des modèles qui vont être rentables pour toutes ces entreprises-là de digitalisation de contenu. Et finalement, je vais plugger mes recherches là-dedans, mais l'idée de penser groupe plutôt qu'individu. Avec la télévision interactive, c'est fini le fait que vous soyez tout seul derrière votre télécommande à acheter ou à naviguer. Aujourd'hui, vous allez être avec votre conjointe ou conjoint, vous allez être avec vos enfants. Et cette interactivité ne sera plus individuelle, ça sera de l'interactivité en groupe. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Je ne le pense pas. Et j'ai fait des études là-dessus et il ressort clairement que pour pas mal de produits à forte implication, par exemple le voyage, où on va se mettre à deux pour acheter un voyage sur un site web, les sites ne sont pas conçus pour être navigués à deux, mais bien soit pour un homme, soit pour une femme. Voilà. Mot de la fin, pensée performance satisfaction, stratégie basée sur l'écoute et surtout pensée intégration. Merci.